Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Daniel, je travaille pour Broadcom. La semaine dernière, c'était VMware, mais cette semaine, c'était Broadcom. Il y a 3 ans, c'était Pivotal. Dans 3 ans, on verra ce que c'est. Donc, vous pouvez trouver mes infos là. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail, sur les réseaux sociaux, dans ma toute nouvelle adresse mail que j'ai depuis hier. Je prends toujours le temps de répondre, même si je ne garantis pas de répondre dans la semaine. Et qu'est-ce que je fais chez Broadcom? Je travaille dans les équipes Tanzu, un peu sur Spring, donc je contribue à la partie open source sur Spring Security et les projets de security, donc notamment Authorization Server. Et dans Tanzu, c'est une plateforme d'application impasse, si vous voulez, pour déployer des applis. Et les développeurs, quand ils veulent avoir du SSO devant, moi je travaille sur le composant qui permet de faire du single sign-on. Donc de fédérer l'identité dans vos applis sans que vous ayez besoin de faire de code spécifique ou pas trop, et donc construit avec Spring. Et donc ce soir, je suis là pour vous parler de Spring Security. C'est un peu mon dada. Avant de commencer, qui ici utilise déjà Spring Security? A déjà utilisé? Ah oui, quand même, il y a 40, peut-être 50-60% de la salle, donc plutôt beaucoup de gens, et qui pensent que c'est facile à utiliser et que ça se comprend vachement bien. Ah, une personne, en fait, le signe, c'est plutôt comme ça. Oui, donc en gros, quand je vais à des confs, que je parle de Spring Security, que j'en parle avec des gens que je rencontre, ils ont plutôt des réactions que c'est un petit peu difficile, je comprends rien, je vais sur Stack Overflow, puis je mets end partout et ça marche pas. Et puis globalement, c'est très frustrant. Et donc, le truc, c'est marqué dans leur doc, hein, c'est marqué dans la doc officielle que pour bien utiliser une technologie, il faut commencer par comprendre un peu comment ça marche. Et du coup, le but de cette présentation, c'est de faire un peu ça, c'est de vous donner les clés de compréhension de Spring Security, comment ça marche, pour que vous puissiez implémenter vos propres use cases. Parce que le problème que les gens ont, c'est pas de suivre le tutoriel de 15 minutes pour commencer, enfin, getting started avec Google Auth, par exemple. L'idée, c'est bah, je fais ça, mais j'ai un cas d'utilisation particulier, comment je fais? Et pour pas que ça se transforme en je vais sur Stack Overflow, puis je copie des trucs, ça marche pas, parce qu'en fait, c'est la vieille version, puis en fait, ça correspond pas à mon cas d'utilisation. Le mieux, c'est de comprendre un petit peu les quelques briques de base qui permettent de construire des choses dans Spring Security et qui permettent ensuite de débloquer pour faire les trucs vous-même. Et donc, moi, mon use case, c'est pas de vous montrer des features qui sont déjà implémentées, des choses que vous pouvez faire avec Spring Security, mais plutôt vous montrer comment ça marche. Donc, on va faire ça. Et l'idée, c'est qu'à la fin, ça se passe un peu mieux avec Spring Security, que vous voulez bien l'utiliser pour faire vos propres trucs. Alors, j'ai beaucoup de contenu. En général, j'aime bien démarrer par une démo où on part d'une appli Spring basique. Je ne sais pas si elle tourne. Ah non, ça ne tourne pas. Presentation mode. Ouais. Et puis, on démarre lui, là. Et donc, l'idée, c'est, j'aime bien démarrer d'une appli basique et puis rajouter de la sécurité petit à petit, mais ça ne tient pas trop dans les 45 minutes. Je peux le faire, mais du coup, je vais aller très très vite et j'aurai trop de contenu. Donc voilà, c'est l'appli de base où il n'y a rien, et puis petit à petit, on rajoute les éléments de Spring Security pour se loguer avec un formulaire avec des utilisateurs, et puis on rajoute des éléments pour se loguer avec Google. Alors du coup, je vais avancer d'un commit, je ne vais pas faire la démo, comme il y a plein de gens qui ont déjà fait, on va passer tout de suite à l'appli avec la sécurité qui est mise. Du coup, ça, il faut que je réimporte les dépendances Gradle. Donc ici, avec la version un peu plus évoluée, il y a Spring Security qui est rajouté et il y a OAuth to Client. Et il faut que je mette des credentials Google pour me loguer avec Google, ici, là. Du coup, je vais générer un client Google. OAuth. Voilà. Et puis comme ça, on peut démarrer de là. Et je vous montre à quoi ça ressemble quand il y a la sécurité. Donc ça, c'est que des trucs que vous pourriez faire vous-même en suivant les guides qui sont sur la doc officielle. Ok, donc ça, j'ai des credentials qui sont mis. Je peux me les mettre ici.
Là, hop, et puis le secret, celui-là, super. Donc, je vais redémarrer ça, et puis je vais faire un build continu, comme ça, quand ça change avec les DevTools, au fur et à mesure que je change, vous aurez les trucs qui sont mis à jour. Et donc, l'appli, à quoi elle ressemble, une fois qu'elle est faite, qu'elle est sécurisée, et ben, sur la page publique, n'importe qui peut y accéder, mais si j'essaye d'aller sur la page privée, ça me redirige sur une page où je dois me loguer. Et j'ai deux façons de se loguer qui sont définies, une avec un form, donc user password, quoi. Et ici, il me dit bah, bonjour user. Et maintenant, si je me log et que donc la page publique est toujours publique, si j'essaie d'accéder à la page privée, je peux le faire avec Google. Donc, il me fait le SSO Google, machin, et à la fin, il me dit, bon, bah voilà, vous êtes bien logué avec Daniel Garnier. Et donc, je ne veux pas rentrer dans trop les détails, mais qu'est-ce qui est en jeu là-dedans? Il y a un peu de dépendance hein, dans mon fichier de build, dans mon POM ou dans mon build.gradle, j'ai des dépendances que j'utilise pour activer Spring Security. J'ai un petit peu de configuration. Donc, il dit ici, j'active le login avec Google. Et j'ai un petit peu de configuration Java. Donc en général, une configuration Spring Security, ça ressemble à ça. C'est une classe dite de configuration. Avant, quand vous utilisiez Spring Security 5, ce que vous voyez souvent, c'est que ça, c'était Extend Web Security Configureur Adapter, un truc comme ça. Ça n'existe plus dans le Spring Security 6 avec Spring Boot 3 et Spring Framework 6. Donc maintenant, quand vous voulez configurer la sécurité de Spring Security, vous créez un bin de type Security Filter Chain qui se construit à partir d'un builder. Avec ce builder, je peux déclarer des trucs. Donc là, par exemple, mon builder, il dit je peux me loguer avec un formulaire, je peux me loguer avec OAuth2, donc avec Google, et je mets des règles d'autorisation. Donc par exemple, la page slash, le CSS, n'importe qui peut y accéder. Toutes les autres pages, c'est authentifié. Donc si j'allais dans mon browser là, et que je disais je veux la page 8080 foobar, et ben ici, il me redirige vers la page de login parce que je dois être authentifié. Même si foobar, ça n'existe pas, c'est pas grave. Par défaut, c'est sécurisé. Si demain, je rajoute foobar, il est sécurisé. OK? Donc jusqu'ici, ça va. Bon, pour ceux qui ont déjà fait du Spring Security, c'est pas nouveau, quoi. Hein. Et en gros, la question, c'est comment Spring Security fait ce truc-là? Comment est-ce qu'on construit ça? Et donc, bon, il y a le repo, mais je vous le donnerai à la fin. Donc, il y a trois blocs importants pour comprendre comment fonctionne Spring Security à l'intérieur. Le premier, c'est les filtres, les filters. Donc ça, c'est une classe de base dans le web Java en servlet. Donc dans votre Tomcat, dans votre Jetty, vous avez des filtres. Et comment ça marche? Bah, c'est une interface assez simple, qui est une méthode doFilter qui prend une requête, un objet qui représente la requête, un objet qui représente la réponse, et puis un filter chain, on verra après. Et donc, en gros, on peut lire ce qui vient dans la requête, prendre une décision de sécurité, éventuellement écrire quelque chose dans la réponse ou déléguer l'écriture. Par exemple, si je vais produire du JSON, eh ben, je vais déléguer ça à quelqu'un d'autre plus loin. Et tous ces filtres, ils vivent dans une chaîne qu'on appelle la filter chain. Ça, c'est pas spécifique à Spring Security. Il y a une filter chain dans votre conteneur servlet, dans Tomcat. J'ai des filtres qui s'exécutent les uns après les autres dans l'ordre et qui permettent de faire des choses avec mes cookies, par exemple, pour charger ma session, etc. Et tout en bas, on arrive, donc quand on est dans Tomcat, on arrive à la servlet. La servlet, elle produit, c'est le code métier qui produit la réponse, qui produit du HTML, qui produit du JSON, etc. Dans le monde Spring, là-dedans, il y a une autre filter chain qui est rentrée, qui est spécifique à Spring. Ou plutôt, il y a des filtres qui peuvent être enregistrés par Spring là-dedans. Et la servlette qui est utilisée, c'est une seule servlette qui renvoie. Et en gros, tout votre JSON, votre HTML, etc., c'est produit par des méthodes dans des contrôleurs qui ressemblent à, je crois qu'il s'appelle Greeting Controller, donc les méthodes classiques. Donc vous n'allez pas enregistrer vous-même des servlettes dans un Tomcat, vous ne savez même pas ce que c'est, vous n'avez pas besoin de savoir, vous savez juste que vous faites du Spring et vous faites du Spring comme ça. Donc en gros, dans Spring, bah, il y a pareil, il y a une chaîne de filtres et à la fin, c'est votre contrôleur qui est invoqué. Et dans Spring, un des filtres, c'est un filtre un peu particulier qui est la Security Filter Chain, donc qui est construit à partir de la Security Filter Chain, de celle-ci. Donc là-dedans, il y en a un d'entre eux
qui s'occupe de la sécurité de la requête. Et c'est lui-même un ensemble de filtres. Donc il y a une filter chain dans une filter chain, quoi. Mais globalement, vous n'avez pas besoin de connaître la grande pour faire du Spring Security. Vous avez juste besoin de savoir qu'il y a cette security filter chain, que des filtres s'exécutent les uns après les autres, prendre des décisions de sécurité. Par exemple, peut dire « Ah non, mais là, tu m'envoies un truc qui ressemble à une injection SQL, pouf, je rejette la requête, peu importe le endpoint. » Et s'ils sont d'accord, ils laissent passer jusqu'au bout, et puis après, le Spring, votre contrôleur reprend la main et produit du contenu. Donc, si on regarde un peu comment ça marche, ici, vous voyez des flèches qui descendent, qui vont du premier filtre au deuxième, etc. Ça fait la réponse, et puis ça remonte après. Et en fait, comment ça marche? La filter chain, c'est une chaîne de responsabilité. Quand il y a une requête qui arrive, on appelle la filter chain, on dit « filtre-moi cette requête ». Et là, elle dit « bon, bah ok, c'est quoi mes filtres? Je pars de la position 0. J'invoque le filtre qui est la position 0, donc j'appelle doFilter dans mon filtre. Mon filtre, il fait sa tambouille, il décide de faire quelque chose, etc. Et après, il rappelle son parent, il rappelle la chaîne. La chaîne, elle revient, elle dit « ah bah du coup, la position maintenant, c'est 2, donc j'appelle le deuxième filtre. » etc., etc. Du coup, la call stack, elle ressemble un petit peu à un truc empilé où vous avez la filter chain, un filtre, la filter chain, un filtre, la filter chain, un filtre. Ce qui a des propriétés intéressantes, ça fait qu'on peut nettoyer, il y a des filtres qui peuvent nettoyer du contexte après qu'une requête ait été faite, quand je ressors. Ou si le filtre numéro 23, il envoie une exception, bah, peut-être que le filtre numéro 2, il peut l'attraper. Mais globalement, c'est structuré comme ça. Et donc, quand vous regardez une call stack Spring Security, ça fait vachement peur parce qu'il y a marqué doFilter partout pendant 400 fois. En fait, c'est juste que le filtre en cours, là, c'est le filter Security Interceptor qui a été appelé par la filter chain, qui a été appelé par le filtre précédent, qui a été appelé par la filter chain, etc. OK? Ça va? Donc, bah, faisons un filtre et voyons un peu comment ça marche. Donc, notre premier filtre, on a dit, on va faire une classe et on va l'appeler interdit filter. Parce que comme c'est en France, on va parler français. Et donc, ce truc-là doit implémenter l'interface filter de Jakarta Servlet. Là. Alors, si je fais ça, je peux, il n'y a pas de problème, et ça marcherait avec Spring Security, mais déjà, j'ai plus de méthodes à regarder. Il faut que je réfléchisse au cycle de vie, etc. Il y a destroy init. Spring vous donne des facilités pour ne pas avoir à réfléchir à ça, pour facilement enregistrer des filtres. Donc, ils ont une classe de base qui s'appelle la Generic Filter Bin, et ça, c'est le filtre dans la vision Spring. Vous vous en fichez de ce qui est du conteneur de servlet, etc. Et même si on regarde ça, diagram. Si on regarde lui, là, le diagramme objet, et qu'on prend tous les, tous les descendants, il y en a beaucoup. Et du coup, il ne veut pas en presentation mode layout. Est-ce que je peux changer le layout comme ça? J'y crois ou pas? Non. Bon, globalement, en regardant ça, on verra des clusters. Et dans les filtres qui sont implémentés par Spring, en fait, quasiment tous, ils implémentent celui-là qui s'appelle Once per Request Filter. Donc, si vous allez chez Spring Security, là, voilà, Authentication Filter, c'est un Once per Request Filter. Les trucs OAuth 2, donc tout ça, c'est Once per Request Filter. Donc, le shortcut pour vous, pour savoir, si vous voulez implémenter un filtre pour faire de la logique HTTP, vous utilisez le Once per Request Filter. Et lui, il n'a qu'une seule méthode, qui ne s'appelle pas doFilter, elle s'appelle doFilter internal, mais globalement, c'est la même chose, quoi. Je prends une requête, je prends une réponse, et je prends la chaîne, le parent. Et du coup, ici, pour l'instant, on va juste faire un log. Hello. Ça va, la taille, en fait, ou c'est un peu petit? Un peu petit. Ceux qui sont au fond... presentation. Et puis dans les settings, presentation. Zoom 200%. OK. C'est mieux comme ça? Mieux? OK. Donc là, on va juste faire coucou. Hello from interdit filter. OK. Et du coup, ce filtre, il faut qu'il soit invoqué. Parce que pour l'instant, c'est une classe. Je n'ai pas fait de new, il est nulle part. Et donc ça, je le mets dans la security config. Ici, il y a un add filter. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le diagramme, ça montrait bien que les filtres sont ordonnés. Donc, il faut dire où est-ce que je veux le mettre dans la chaîne.
pour qu'ils s'exécutent dans l'ordre, parce qu'il y en a certains qui peuvent être plus importants que d'autres, qui veulent éviter des attaques plutôt avant que d'autres choses, que les gens essayent de faire de brute forcer le login avec le mot de passe, par exemple. Donc, en général, ce qu'on utilise, c'est add filter before ou after. Before, ici, je crée ma nouvelle instance de interdit filter. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est le filtre devant lequel vous allez le mettre, c'est authorizationFilter.class. Celui-là, ce filtre-ci, c'est un truc de Spring Security, et en gros, c'est celui qui fait cette logique-là. Donc, c'est celui qui va prendre et qui va dire « Ah, bah, vous êtes en train d'essayer d'avoir un CSS, donc je laisse le droit. » Donc, du coup, ça vous permet d'être sûr que tous les mécanismes d'authentification sont faits avant que ce truc-là soit invoqué. Donc, vous êtes sûr qu'il est invoqué assez tôt. Globalement, vous pouvez le mettre avant n'importe quel filtre que vous connaissez. Hein. Vous pouvez le mettre avant le username password authentication filter s'il y a un username et un password qui sont activés, quoi. Mais authorization filter, vous êtes sûr qu'il sera là, et c'est lui. Donc c'est un bon point pour démarrer. Donc si je sauvegarde, normalement, ici, si j'essaie d'obtenir une page là, et que je regarde les logs, voilà, j'ai un hello from interdit filter. Donc ça m'a bien fait, ça m'a bien exécuté le truc dans la requête une fois. Alors maintenant, si je vais dans le browser, par contre, j'ai un petit problème. J'essaye d'avoir la page publique, quoi, le 80-80 ici, et j'ai rien, c'est tout blanc. Alors si vous avez bien suivi, pourquoi? Il n'y a pas de doFilter, ouais, de la chaîne, exactement. Donc là, notre interdit filter, là, il prend la requête, la réponse, mais il n'en fait rien, et il dit coucou, et puis il arrête. Donc il n'y a rien qui renvoie une réponse à la fin. Donc ici, filter chain, doFilter, la requête et la réponse. Requête, réponse. Parfait. Et donc là, ça c'est le filtre de base minimal. Sans ça, vous ne pouvez rien faire. Donc ici, ma page normale fonctionne, et quand je reviens dans mes logs, ici j'ai un petit peu plus je vais avoir un petit peu plus de messages qui s'affichent parce que il va me chercher le CSS par exemple. Donc c'est filtré dedans, il me dit ah bah oui mais j'ai cherché l'index puis la page CSS donc je te l'affiche 2 fois. Et donc on veut faire un truc un peu plus intéressant que juste laisser passer. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bon, on va regarder la requête et on va dire, il y a certaines requêtes qui sont interdites. Et les requêtes qui sont interdites, c'est celles qui ont le header, un header qu'on va appeler X interdit. Voilà. Et donc, on va dire, s'il y a vrai comme valeur dans ce header X interdit dans la requête, eh ben, j'empêche de passer. Donc, on va prendre la requête, on va obtenir les headers, le header X interdit, et s'il est égal à vrai, en français, donc si ça c'est vrai, là il faut dire j'interdis de passer, la requête est interdite. Alors on va faire object equals, voilà. Donc si c'est interdit, il faut dire zut. Comment on dit zut et ne pas laisser passer la suite? Eh ben on va écrire dans la réponse. Déjà on va dire le statut de la requête, c'est forbidden, c'est interdit. Okay, et on peut même écrire un message. Donc là on peut dire j'écris dedans. Voilà, interdit. C'est interdit. OK. Donc, comme vous êtes des malins et que vous mettez des emojis dans vos requêtes, il faut dire que c'est encodé en UTF-8, sinon il ne sait pas vous l'envoyer. Et puis même, comme on va faire du HTML, on va aussi le dire en format HTML, mais globalement, ça c'est juste parce que je fais l'idiot avec des emojis. Voilà. Et le truc très très important qui est à faire ici, c'est surtout ne pas exécuter le reste de la filter chain. Donc en cas de erreur, en cas de interdit, je return ici, stop, arrête de process. Éventuellement, si vous voulez être sûr que personne n'écrit dans la réponse et continue à écrire, vous pouvez close la réponse en disant s'il y a quelqu'un qui essaye, ça va exploser derrière, quoi. Mais globalement, l'important c'est ça, c'est de dire return. J'arrête et du coup, il ne passera pas aux autres filtres. Donc maintenant, si je viens ici, ça marche toujours comme avant, hein, je peux faire user password, je peux me loguer, pas de problème. Si je fais une requête HTTP 8080, là, j'obtiens la page publique hein, depuis ma ligne de commande. Mais si je lui passe un header X interdit à vrai, et ben là, il m'envoie une erreur HTTP 403 en disant c'est interdit, et il me dit c'est interdit. Okay. Par contre, si je dis c'est interdit à faux ou à Toto, il laisse passer, quoi. Donc ça, c'est la brique de base HTTP. On prend
une requête. Non. On prend une requête, on regarde, on fait une décision de sécurité. Donc, c'est interdit, je ne laisse pas passer. Et éventuellement, on agit sur la réponse. S'il n'y a pas de décision, si la décision de sécurité, c'est de laisser passer, on rappelle le reste de la chaîne. OK ? Donc, ici, ça, c'est un filtre que j'ai implémenté moi-même. Spring Security me donne déjà plein de filtres à la base pour faire tout ça. Donc, si vous regardez, en fait, quand vous lancez une appli avec Spring Security, ici, la Default Security Filter Chain va vous faire un log qui vous dit « Je vais sécuriser toutes les requêtes avec Disable URL Encode, Disable Encode URL Filter, Web Async Manager Integration Filter, Security Context Holder Filter, blablabla. » Et puis là, il devrait voir mon filtre à un moment ici, Interdit Filter, puis Authorization Filter. Donc, si vous voulez découvrir quels sont les filtres qui sont chargés, vous pouvez regarder dans le log. Vous pouvez bien sûr, dans la Default Security Filter Chain, celui qui fait le log, vous pouvez mettre un breakpoint ici. Là. Donc, dans le constructeur, il voit la liste des filtres qui vont être utilisés. Mais ça, c'est très statique. C'est au moment du démarrage, quels sont les filtres qui sont chargés, quoi. Mais ce n'est pas la cinématique d'une requête. Si je veux voir plus en détail la cinématique d'une requête, vous pouvez aller voir dans ce filter chain proxy pour mettre un breakpoint. Sinon, le truc pour débugger Spring Security, c'est de loguer au niveau trace. Donc vous dites tout ce qui passe dans Spring Security, tous les logs, je les veux, mais le plus fin possible. Et du coup, quand vous faites ça, hop, là, vous avez, ça redémarre, parfait. Et là, c'est vachement plus verbeux. Si je refais ma requête d'avant avec interdit, à vrai. Hop. Ici, vous voyez, j'ai des logs au niveau trace, donc très fin, et qui dit, alors il y a quelqu'un qui est en train d'essayer d'avoir slash, donc qui me demande, qui fait la requête sur le slash. Et du coup, j'invoque le filtre, le premier, sur 18, Disable Encode URL Filter, blablabla, le course filter, donc ici, à midi, mais attention, cserf, cross-site request forgery, là, j'ai pas besoin parce que c'était dans une des méthodes autorisées, donc j'ai plein d'infos. Et si je descends petit à petit, on arrive à l'interdit filter. Donc il dit, j'invoque l'interdit filter numéro 17 sur 18. Et là, vous voyez, il y a un problème, il n'invoque pas le 18e. Donc là, je sais que si ma requête n'aboutit pas, c'est parce qu'il y a un truc qui se passe dans l'interdit filter. Alors que si j'avais pas mis le header là, hop, ici, il va jusqu'au 18e filtre et il me fait la réponse comme il faut. OK ? Donc, pour récapituler, ce qu'on a fait, on a créé un filtre, comme Spring Security fait. Un filtre, ça prend une requête, une réponse. Ça regarde la requête pour faire une décision de sécurité. Parfois, ça écrit dans la réponse, parfois, ça laisse juste passer. Et après, il faut l'enregistrer dans la filter chain. L'endroit pour l'enregistrer dans la filter chain, où vous êtes sûr que c'est là et que ça va fonctionner, c'est l'Authorization Filter. OK ? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ? Non ? Très bien. J'ai une question. Du coup, Ouais. qu'au niveau filtre de Spring Security, qu'il faut l'implémenter, qu'il faut l'instancier. Ouais, on instancie chacun des filtres dans la filter chain, une seule fois. Après, tu peux faire des trucs avec des wrappers où ça s'instancie par requête si tu as envie, mais bon, c'est plus lourd. La plupart des filtres, il n'y a pas besoin. Parce qu'en gros, c'est des trucs assez stateless. Il prend la requête, il décide quelque chose. Éventuellement, tu peux parler à des services qui, eux, vont avoir ton state, qui vont, par exemple, chercher les utilisateurs. Mais toi, Il n'y a pas de permettre d'instancier le filtre. Alors, et la question, c'est est-ce qu'il y a des annotations pour instancier le filtre automatiquement? Alors oui, il y a des annotations pour instancier les filtres automatiquement. Après, ça ne les met pas nécessairement où tu veux. Ouais, voilà. Il faut que tu leur définisses un ordre dans ce cas-là, implicite, si tu veux que ça aille dans la filter chain. Et le cycle de vie est un peu bizarre. La grande recommandation de Spring Security, c'est quand même de mettre ta config dans un seul endroit. Donc, au moins, c'est clair et elle est à un seul endroit. Donc ici, il y a une filter chain. Il peut y en avoir plusieurs, c'est plus avancé, mais il y a une filter chain et puis je sais tout ce qui est activé dedans, quoi. Il y a form login, il y a auth2, voilà les règles de sécurité et voilà les filtres qui ont été rajoutés. Le faire en dehors, c'est des cas un petit peu plus avancés qui sont un peu plus durs à suivre. Après, quand ça marche pas, c'est un peu plus compliqué.
Ok, donc ça c'est un filtre, mais ça ne nous dit rien sur le fait de me loguer, quoi. J'ai fait une requête, il y a une requête qui arrive, et j'ai décidé, non, ça c'est interdit. Donc du coup, la deuxième brique vachement importante, c'est les objets authentication. Donc authentication, c'est des objets de Spring Security qui sont utilisés pour deux choses, pour l'authentification, authentication en anglais, et pour l'autorisation, c'est-à-dire les permissions, authorization en anglais. Donc c'est l'authentication, c'est qui est la personne authentifiée, donc c'est Daniel, son adresse c'est desgarniers-de-mémoire.com, et l'authorization, c'est il a le rôle administrateur, et donc il pourra accéder au dashboard admin, ou alors il a le droit d'écrire dans les messages, ce genre de choses. Et c'est ça que vous utilisez dans la démo, là, ici, dans mon contrôleur, dans ma méthode du contrôleur, j'injecte un objet, une implémentation d'authentication qui a été créée pour moi par Spring Security. Et du coup, ces trucs-là, bon, nous, aujourd'hui, on va surtout regarder la partie authentification, identification des utilisateurs. Cette authentication, elle contient deux trucs importants. Le principal, c'est l'identité de l'entité qui est loguée. Donc c'est Daniel, qui est né le 22 avril, qui travaille pour VMware, voilà sa photo de profil. Et les autorités. Les autorités, c'est les rôles ou les scopes, ou en gros, c'est ce qui définit les permissions, quoi. Là, vous notez, c'est un principal. Il y a un truc un peu bizarre avec les authentifications, les authentication de Spring Security. Donc là, il a une méthode getPrincipal, mais il étend lui-même d'un truc qui s'appelle Principal. Principal, c'est une classe Java. Donc l'interface principale, c'est l'idée de Java sur qu'est-ce que c'est que l'identité de quelqu'un. Spring Security a des idées un peu plus fortes. Vous ne devez jamais travailler avec ça. En gros, si vous êtes dans Spring, travaillez au minimum avec des authentications. Sinon, après, vous vous retrouvez avec des principales qui ont une méthode getPrincipal qui retourne un objet. C'est incompréhensible. Donc, on travaille avec des authentications. Et comme Spring Security, ça date de, si on va voir de quand ça date ça, 2004, je crois les premiers commits, 2003 ou 2004. En gros, pour permettre d'étendre comme on voulait les use case, à peu près tout renvoie des objets. Donc ça fait du code un peu moche en général, vous êtes toujours en train de checker le type du principal pour savoir si... Donc là, moi, typiquement, là, j'ai deux authentifications. Et ben, je prends le principal et je dis, bah, dans le cas de c'est un user OpenID qui s'est logué avec Google, je veux son mail, mais si c'est un user form login, je veux son nom. Donc ça, c'est du truc que vous allez voir beaucoup avec Spring Security si vous étendez et que vous utilisez plein de choses différentes. Donc l'authentification, dans les objets authentication, il y a une méthode isAuthenticated. Si vous êtes dans un cas où vous avez dit bah, la page privée, il faut toujours être authentifié, ça va toujours vous renvoyer true. Il y a des credentials, ça va être en général nul, parce que le credential, c'est le mot de passe ou le certificat, etc. Ce n'est pas un problème de votre code applicatif. En gros, c'est à Spring Security de le valider, et après, il l'efface pour que, sans faire exprès, vous ne vous mettiez pas à écrire les mots de passe en clair des utilisateurs dans les logs quand vous loguez qui s'est logué. Donc en général, quand vous consommez l'authentification, le password, il est nul, quoi. Il y a des détails, vous pouvez voir l'IP de la requête qui est arrivée, etc. Un truc qu'on voit beaucoup, du coup, c'est les gens, ils font un peu de Spring Security, ils font un form login, et puis ils découvrent qu'il y a une classe d'authentification qui s'appelle Username Password Authentication Token. C'est ce que vous avez quand je me log avec username et password, ça produit ça. Et donc les gens, ils utilisent ça, ils disent « Ah bah oui, j'ai compris, ça, c'est ça que ça fait », et du coup, on en met partout, même quand ce n'est pas des users, même quand il n'y a pas de password. En fait, il ne faut pas faire ça. Il faut plutôt créer un type d'authentification. Si vous faites du login spécial, il faut créer un type d'authentification qui correspond à votre use case. Donc si vous allez voir Authentication, là, avec mon ClassPass actuel, si je vais voir ces sous-classes, eh ben, vous voyez, il y a des authentifications spéciales pour OAuth2. Et vous voyez, il y a même une authentification pour quand vous faites du test. Donc vous n'êtes pas obligé de faire le username et password, parce que il n'y a pas forcément besoin d'un password quand je suis en train de faire du test. OK, et qu'est-ce que Spring Security fait avec ces authentifications? Eh ben, il les met dans un truc qui s'appelle le Security Context. Donc le Security Context, en gros, comment est-ce que Spring Framework et Spring Security, le petit bout de Spring Security là-dedans, arrivent à trouver l'authentification? Eh ben, c'est parce qu'elle est dans le Security Context qu'on obtient avec Security Context Folder Get Context, Get Authentication, ça c'est Auth from Context. En gros, ici, si je faisais
un test. Je dis, bah, est-ce que l'authentification du contexte est égale à celle qui m'a été passée? Oui, c'est la même. Hein. Ouais. Donc, si je fais ça et que je retourne sur la page privée, user password, hop, ici dans mes logs, tout au bout, j'ai un peu trop de traces. Bon, si je remonte un peu, je vais le trouver, je vais enlever les traces après, mais en gros, ici, il va me dire true. C'est la même. OK. Alors ça a plusieurs propriétés intéressantes. Déjà, c'est ce qui permet à Spring Security de faire des trucs du genre pre-authorize. Vous pouvez dire, bah, ça, cette méthode, elle ne peut appeler que si l'utilisateur a le rôle admin. Et ça, c'est réalisé grâce à ce Security Context. Si vous êtes dans un service à 5 niveaux de profondeur dans votre call stack et vous ne voulez pas passer l'authentication dans toutes les méthodes, vous pouvez utiliser le Security Context Holder et obtenir l'user authentifié. Par contre, c'est pas propagé. En fait, ça, c'est un truc. C'est une méthode statique, hein, ce getContext. Et on nous a dit à l'école, faites pas des variables globales. Okay, c'est pas vraiment une variable globale. En fait, c'est une variable globale au sein du thread qui est en train d'exécuter la requête. Et du coup, c'est accessible que à ce thread-là, que pendant la requête. À la fin de l'exécution, quand j'ai renvoyé mon JSON, Spring Security efface tout et la prochaine requête qui arrive va créer son propre security context dans le thread. Du coup, si j'ai des threads qui vont envoyer du travail sur des workers que je crée moi-même, je ne pourrais pas obtenir l'authentification comme ça. Il faut que je la passe explicitement. OK. OK. Et j'ai dit qu'il fallait que j'enlève les traces Spring Security parce que sinon, c'est l'enfer. Yes, question. Oui, j'ai une petite question. Donc si on fait par exemple une requête qui déclenche des traitements asynchrones et que dans ces traitements asynchrones, on a besoin de l'objet authentication, donc on peut être tenté de transmettre d'une façon ou d'une autre. Mais la requête initiale, c'est terminé. Ouais. Le traitement asynchrone et tout. Ouais. Pendant ce temps-là, est-ce que Spring Security a effacé le contenu de l'authentication ou est-ce qu'il continue à vivre dans la mémoire? Alors la question, c'est si je lance des traitements asynchrones et que j'ai obtenu l'authentification avant de lancer mon traitement et que je veux faire quelque chose avec, que la requête est finie mais que les traitements continuent, est-ce que Spring Security a effacé? Non, Spring Security n'efface pas les contenus de l'objet authentification. En général, Spring Security a tendance à faire des choses immutables où il te fait une copie, il te fait un nouvel objet, et donc il remplace le contexte par un nouveau contexte, mais toi, quand tu as obtenu ta référence, il ne va pas toucher... Il ne va pas modifier ton objet authentification, il va être vivant autant de temps que toi, tu en as besoin, même si ta requête est terminée et que quelqu'un d'autre a utilisé le thread. Quoi. Parce qu'elles sont provisionnées sur la heap et du coup, tu as une référence sur la heap à ce truc-là. C'est-à-dire que de façon asynchrone, on peut faire des traitements. Il y a un objet authentication qui dit tel user, il a tel droit, Ouais. que le user soit déconnecté depuis longtemps. C'est possible de faire un traitement avec une image de l'utilisateur il y a 2 heures, parce que c'est déconnecté il y a 2 heures, si tu as attrapé la référence. Après, est-ce que c'est une bonne idée? C'est une question dont on ne va pas se saisir ce soir. Bien, donc tout ça, faisons-le nous-mêmes. Donc vous vous rappelez le filtre comme on avait dit. D'abord, on fait un pré-traitement sur la requête, on passe au reste de la chaîne, éventuellement un clean-up. Quand vous faites de l'authentification, même des autres filtres, en général, ça ressemble plutôt à ça. D'abord, je décide est-ce que je dois appliquer quelque chose ou pas. Ensuite, je prends ma décision de sécurité, je log l'utilisateur ou je ne le log pas. Je rejette la requête si le mot de passe n'est pas bon. J'invoque le reste de la chaîne et en général, il n'y a pas de clean-up. Vous n'avez pas besoin de faire un clean-up, c'est plutôt un truc du niveau framework. Après, ça peut être intéressant pour des logs, pour vous, etc. Mais globalement, quand vous écrivez un filtre, il y a peu de chances que vous écriviez du clean-up ici. Donc, un cas d'utilisation, on a une super appli, elle a 2 pages, public, privé, génial. Mais il y a les DevOps qui m'ont dit « Ah ouais, mais là, moi j'aimerais bien vérifier que ta page privée, elle marche bien. Toutes les nuits, je vais faire une requête pour voir que ça marche. Et donc, là, c'est une page privée, mais ça pourrait être un catalogue, donc être sûr que le truc est vivant, etc. Et donc, il pourrait écrire un script qui va voir la page de login, là, celle-ci, et puis qui va regarder le token cross-site request forgery, qui va se loguer, qui va obtenir un cookie de session, enfin, compliqué. Donc, on va faire semblant que des protocoles pour faire ça n'existent pas. Hein, ça existe, on fait le auth, tout ça, mais on va dire, on va inventer un truc, on va inventer un protocole pour qu'eux, ils puissent faire des requêtes sur cette page privée de façon facile. Et donc, on le fait avec un filtre. Donc, on va créer un nouveau filtre, Robot Authentication Filter.
Ouais. Donc ça extend once per request filter. Ok, on implémente la méthode, super. À un moment, on va faire filter chain, do filter de la requête réponse. Ok. Et il ne faut pas oublier de l'enregistrer dans la chaîne, donc ici dans la filter chain, ici dans la security filter chain. Donc un new robot authentication filter et je le mets au même endroit, avant l'autorisation, parce que je veux que mon login se passe avant qu'on vérifie les droits. Ok. Donc, c'est quoi la règle? Eh ben, on va dire encore une fois, on va marcher avec des headers, parce que c'est facile de faire des démos avec des headers. Si xrobos secret est égal à bip-boop, c'est bon. Alors, le mot de passe top secret, c'est bip-boop. Donc, si c'est égal, c'est OK. Si c'est pas égal, boum, pas le droit. Donc, boum, bah, qu'est-ce que c'est? C'est comme dans l'interdit filter, là. Hein. On va faire globalement la même chose que ça. Si c'est interdit, je coupe, pouf. Et donc, et puis bah, c'est robot, donc voilà. Vous n'êtes pas Madame Robot. Voilà. Interdit s'il n'y a pas si le header robot secret, je lui envoie un mauvais secret. Donc ça, on est en fait, ici on est en train de faire le step 2 qu'on a dit tout à l'heure. Step 1, c'est décider si appliquer quelque chose ou pas. Le 2, c'est vérifier les credentials. Et le 3, c'est appeler next. Hein. La suite. Donc là, on vérifie les credentials. Si c'est bon, on authentifie la personne. Et donc, en gros, il faut qu'on crée une nouvelle authentification. Donc, on va créer un objet spécial pour ça. Robot Authentication Token. En Spring Security, les authentifications, elles finissent en général toujours par token, pour des raisons historiques. Donc ça, il faut que ça implémente Authentication. Authentication, celui-là. Là. Si vous faites ça, encore une fois, il y a plein de méthodes à implémenter, ça fait plein de choses. Du coup, Spring Security a une classe abstraite pour faire ça, où il y a déjà plus de choses qui sont faites pour vous. Donc, j'ai que 2 méthodes à implémenter. Un constructeur. Voilà. Et mon constructeur, bah, il dit bah, ça va créer un utilisateur. Et cet utilisateur, je vais lui donner un rôle. Le rôle de robot. Ouais, je ne l'utilise pas dans mon appli, mais bon, ça pourrait exister comme ça. Credentials, on a dit, bah, c'est nul, parce que en gros, là, j'ai pas besoin de savoir quel est le password. Et le principal, ici, on va faire une simple chaîne de caractères, et donc c'est Madame Robot, le robot. Et lui, cet objet-là, ça représente toujours Madame Robot qui est authentifiée. Donc on pourrait le faire de 2 façons. Soit on pourrait dire set authenticated at true ici, comme ça, dans le constructeur. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est suivre les principes de Spring Security, qui sont de prendre les objets et de les rendre immutables. Donc ici, dans isAuthenticated, c'est toujours true. Et si quelqu'un essaye de changer mon statut d'authentification, throw new illegal state, don't touch. On va faire du français, touche pas à mon autre. Voilà. Donc voilà, j'ai créé une classe d'authentification très très simple où c'est Madame Robot et elle est toujours authentifiée. Du coup, maintenant, on l'utilise dans le filtre. Donc, on crée un New Robot Authentication Token. Ça, c'est l'authentification. Et je la mets dans le Security Context. Et donc là, le pattern à suivre, c'est créer un nouveau contexte. New Context. Dans le contexte, je mets l'authentification. Ouais. Et dans le Security Context Holder, c'est bon, j'ai créé mon contexte, bah, je mets le nouveau contexte là. Okay. Voilà. Donc ça, c'est un peu le pattern que va faire Spring Security dans ses propres filtres. Et du coup, maintenant, si j'essaye d'obtenir la page privée, private, et que je passe xrobot, c'est peut-être un peu petit ça, xrobot secret, c'est bip boop. Bah là, il m'envoie la page privée et il me dit bien « Hello Madame Robot », donc le HTML. Donc ça va, on a répondu au use case de nos DevOps. Et si je fais bip bip, bah là, il me dit « Vous n'êtes pas Madame Robot », pas le bon mot de passe. Okay. Donc là, il y a un problème. Ici, ça explose si je fais ça. Okay. Je peux le faire exploser de façon un peu différente. Si on veut ici, si on dit on veut object equals, hein, hop, pouf. Voilà, il m'envoie, vous n'êtes pas Madame Robot. Et c'est vrai, mon browser n'est pas en train d'envoyer le header xrobot secret bip boop. Et c'est normal, je suis un utilisateur, je n'ai pas de sens d'envoyer les headers. Et c'est là que la décision, est-ce que ce filtre s'applique vraiment à cette requête? C'est là que ça devient intéressant.
Donc là, on peut dire, bah, si dans les headers, on va mettre ça dans une liste, collections list, si les headers contiennent xRobot secret, ça m'intéresse. Mais si ça ne contient pas, c'est que c'est pas à moi, c'est pas à ce filtre-là de décider quoi faire de la requête, et je laisse les autres filtres de Spring Security de le faire. Enfin, décider quoi. If. Donc, si j'ai pas ce header dans la requête, qu'est-ce que je fais? Ouais, un do filter, exactement. On rappelle la chaîne, on dit bah ok, c'est pas à moi de le faire, et je pense bien à faire return pour pas que le reste de la ouais voilà ici là, pour pas que l'autre branche du if vienne s'exécuter à la fin de la requête. Et donc maintenant ici, je ne suis pas Madame Robot, mais ça ne l'embête pas. Je peux toujours me loguer avec user password. Ça marche toujours. Et pareil ici, si je fais bip boop, il me log avec Madame Robot. Par contre, si je fais bip bip, si je n'ai pas les credentials parce qu'ils ont changé, là, il m'envoie bouler, il me dit vous n'êtes pas Madame Robot. OK? All right. Donc, en récap, il y a des filtres qui produisent des authentifications. Ça lit la requête. Ça valide les credentials, ça valide le mot de passe, le certificat, peu importe. Puis, ça crée un objet authentification. Ça le met dans le security context. Ou alors, ça envoie péter la requête si jamais c'est pas bon. Un dernier petit point, et puis après, on arrête après ça. Donc, vous vous rappelez, quand j'ai parlé des authentifications, j'ai dit c'est toujours authentifié et il n'y a pas de credentials. En fait, ce n'est pas vrai. Les objets authentification en Spring Security, ça représente en fait deux choses. Soit ça représente une authentification, un objet une identification d'une personne qui a réussi, et donc ça représente la personne loguée, ou c'est un espèce de sac qui contient les infos de la personne qui essaye de se loguer. Donc par exemple le username et le mot de passe. Et Spring Security, il prend ces infos, il les valide et il les transforme dans l'objet un peu plus gros. Et ça se passe dans une interface qui s'appelle Authentication Manager. Donc, le Username Password Authentication Token, il peut représenter le username et le password qui sont envoyés dans la requête, ou, s'ils sont corrects, il peut représenter l'objet utilisateur. Donc là, dans l'objet utilisateur, il est is authenticated. Il n'est pas juste le username, il a les détails, ma date de naissance, mon email, etc. Il a mes rôles. Et si Spring Security n'est pas content parce que l'utilisateur n'existe pas, parce que le mot de passe n'est pas bon, parce que le compte a été verrouillé, eh ben, il envoie péter, il envoie une Authentication Exception. Et comment c'est implémenté ça? L'implémentation qui vous intéresse, c'est Provider Manager. Provider Manager, c'est un truc qui prend des petites classes, des petites implémentations d'un truc appelé Authentication Provider, qui regarde un objet Authentication, qui dit OK, je vois le mot de passe, il est valide, il n'est pas valide. S'il est valide, je produis une authentication authentifiée. S'il n'est pas valide, j'envoie péter avec une authentication exception. Si je ne sais pas quoi en faire, j'envoie nul et puis je laisse d'autres providers décider à ma place. Et donc là, le use case super génial pour faire ça, c'est donc maintenant, on a besoin d'un modérateur pour le site. Et donc on a trouvé un mec super sympa, il est cool, il a des beaux cheveux, il s'appelle Daniel, mais il a une très mauvaise mémoire. Et il ne peut pas se souvenir de son mot de passe. Du coup, on va implémenter ce que tout informaticienne normalement constituée ferait en prod, c'est-à-dire que quand Daniel essaie de se loguer, on ne regarde pas le mot de passe. Donc ça, on pourrait le faire avec un filtre. On pourrait faire un filtre qui regarde la requête quand je me log ici, là, quand je viens là, logout, va-t'en, là, se passe. Quand je fais user password, paf, ça envoie une requête post, je pourrais regarder les détails de la requête, etc. Mais ça, c'est vachement compliqué. Et donc, Spring Security fait déjà ça pour moi. Il regarde déjà le contenu de la requête, etc. Donc, on va créer notre propre Authentication Provider pour bénéficier de ce qu'a Spring Security pour moi, qui lit la requête, qui l'extrait les credentials, pour juste valider. Donc ça, il faut que ça implement Authentication Provider. Authentication Provider a deux méthodes. Support, qui dit quelle classe d'authentification je sais traiter. Donc ici, que des passwords, username password authentication token. Voilà. Donc si jamais j'ai un login avec Google, bah, ça ne rentre pas en compte, parce qu'il n'y a pas de mot de passe, Google ne m'envoie pas de mot de passe. Donc ça, il dit, bah, je ne sais pas faire, et ça va la suite. Et donc, il a la méthode authenticate qui vérifie l'authentification. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, si l'authentification, le nom ici, est égal à Daniel, voilà. Ça, c'est OK. Sinon, bah, je ne sais pas quoi faire.
parce que je ne sais pas décider pour les autres utilisateurs. Donc là, je renvoie nul et ça déléguera aux autres filtres Spring Security, enfin aux autres Authentication Providers Spring Security qui iront me chercher les utilisateurs dans la base de données ou je ne sais pas quoi. Et donc là, on renvoie un username password authentication token qui est authentifié. Lui, il faut lui passer un principal. Le principal dans ces trucs-là, c'est des user details. Donc un user qui s'appelle Daniel, qui a le rôle admin, ok, peut-être même le rôle user, allez les deux. Il faut que je lui mette un password parce que le constructeur de ce truc-là a besoin d'un password, mais ça sera effacé pour moi, c'est pas grave. Ok, et donc ça c'est Daniel. Donc je crée un username password authentication token avec Daniel. Il y a des credentials à passer, on s'en fiche, ils sont nuls, puisque je ne vais pas les refaire valider par la suite. Et il y a des authorities, les rôles, ils sont là dans le user. Là. Get authorities. Right. Et donc avec ça, il faut que je l'enregistre maintenant, pour qu'il soit exécuté. Pour l'enregistrer, c'est dans la security config, comme tous les autres trucs. Là, il n'y a pas d'ordre, il met les vôtres avant ceux de Spring Security. Donc là, c'est Authentication Provider, New Daniel Authentication Provider. Et donc maintenant, quand je viens sur la page là et que j'essaie de me loguer, va-t'en, là se passe, et que je dis Daniel et que je ne regarde pas, hop, je suis logué avec Daniel. Par contre, si j'essaye de me loguer avec user et que je mets foobar, là il m'envoie péter, il fait le vrai cas d'utilisation. Il n'y a que Daniel qui est dans ce cas-là. Et donc ça c'est hyper intéressant, notamment aussi parce que j'ai pas eu à parser la requête, à regarder le body, lire username, password, machin. Et donc, s'il y a d'autres types de login qui marchent avec des usernames et des passwords, eh ben, cet Authentication Provider, c'est le traiter par défaut. Donc là, si je veux me loguer en HTTP basique, avec un header d'autorisation basique, si j'active ça, ici, quand j'essaie d'avoir ma page privée 8080 private, et que je dis, ça c'est auth, c'est Daniel Foubar, comme ça. Donc là, il me dit « Bonjour Daniel ». Et j'ai zéro code à changer parce que si j'avais dû écrire un filtre, mon filtre, il aurait dû être capable de lire le header d'authentification, le parser en base 64, découper, etc. J'ai pas besoin de le faire, c'est Spring Security qui fait pour moi. Et pareil, dans le cas normal, si j'envoie user foobar, là, il m'envoie péter parce que c'est pas le bon mot de passe. Il me dit c'est pas autorisé. Il faut que je passe le vrai mot de passe qui est tout à fait secure, c'est password. OK ? Et voilà, vous savez tout sur les briques de base de Spring Security. Si vous voulez découvrir la suite par vous-même, tout ce que fait Spring Security, c'est là-dedans, dans ces méthodes-là, en fait. Si vous allez regarder en détail ce qui se passe, ça crée des configureurs. Donc, par exemple, Basic, il est facile. Quand je vais dans HTTP Basic Configureur, là, même dans la doc, il me dit « Ah, je vais vous créer un filtre ». Ah, on a déjà parlé des filtres, donc on peut aller regarder ce que c'est que ce Basic Authentication Filter. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il prend le header machin, il fait truc. Je peux regarder le OAuth là, si j'y vais, et je cherche dans celui-là, dans le configureur, si je cherche Authentication Provider, et ben je vois des Authentication Providers qui sont créés. Donc comment lui il fait pour transformer les credentials? Et ben moi je pourrais me plugger là-dedans et juste transformer les credentials qui arrivent. Ok? Donc voilà. Pour fermer, les filtres, c'est là où on fait des décisions de sécurité. Les Authentication Providers, c'est là où vous implémentez vos logins custom. Donc, vous pouvez aller voir les configureurs qui existent pour voir comment c'est implémenté. Et donc, quand vous faites un login custom, faites un filtre avec un Authentication Provider, n'allez pas mettre ça dans votre contrôleur. Le contrôleur, c'est fait pour sortir des données, quoi, faire de la logique métier, pas pour faire du login. Ok. Si vous êtes curieux là-dessus, voici les slides sont là-bas sur GitHub. Le code est aussi sur GitHub. Et le code, il va vachement plus loin. Il montre plus de trucs. Donc, si vous allez dessus, il y a un commit par étape qui montre tout ce que vous pouvez construire. Et si vous allez sur mon site, ici, là, dans les talks, ici, celui-là, je l'ai fait en 2 heures à Luxembourg. Et donc là, ce talk-là, mais en plus étoffé, avec plus de détails, avec la démo, etc., vous pouvez le retrouver en vidéo aussi. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la suite? Je vous envoie ça. Ouais. Des annotations pré-authorize sur les requêtes, par exemple. Ouais. Se situe à quel niveau? Alors, c'est la question, c'est les annotations add pre-authorize, post-authorize, filter,
post ou pré-filter, c'est des intercepteurs de méthode. Donc, c'est le Spring AOP qui vient se mettre avant que la méthode soit invoquée. Donc, dans le proxy généré par Spring au moment du démarrage, Spring Security vient se mettre et il crée un intercepteur par méthode. Il faut que tu l'actives. Donc, si tu mets du pre-authorize, il faut que tu dises à Spring, à ton appli Spring Boot, il faut que tu dises quelque part sur une classe de configuration Enable Method Security. Sinon, ça ne marche pas. Et globalement, c'est pas trop ce qu'on recommanderait, en fait. Parce que c'est un peu dur à aller débugger. C'est une bonne chose pour faire de la défense en profondeur. C'est-à-dire que tu mets déjà un premier périmètre de sécurisation au niveau de la requête HTTP. Et après, si tu as des méthodes qui sont vraiment sensibles et que tu veux les sécuriser, tu peux rajouter. Mais si tu te mets à le mettre un peu partout, c'est un peu dur de raisonner sur la sécurité de ta code base, alors que ici, c'est plus centralisé. Bon, après, ça marche aussi. Il y a plein de trucs un peu dangereux à faire avec ces trucs d'autorisation que, bon, il y a son cas d'utilisation, mais c'est pas ça qu'on recommande, quoi. C'est bon? Bon, bah, n'hésitez pas après, autour d'une demi-heure, tout ça, des questions, par mail, machin. Et c'est un plaisir. Et puis, bah, je vais laisser la place à Christophe.